C'est Elias. Je ne sais pas si le premier fichier est passé. Je ne sais pas s'il reste quelqu'un pour écouter. Mais je continue, c'est la seule chose qui me raccroche à mon humanité, raconter l'histoire avant que ma gorge ne me permette plus de former des mots. J'ai quitté la Beauce ce jour-là. J'ai fui vers l'est, vers Lyon, pour rejoindre ma sœur, Sarah. Je pensais naïvement que les villes seraient des forteresses. Je pensais que le béton, l'acier et le verre de nos métropoles arrêteraient la marée. C'était stupide. Nous avions construit nos villes pour repousser les armées, les inondations, le froid. Pas pour repousser ce qui gratte, ce qui s'infiltre, ce qui coule comme de l'eau noire sous les portes. Il a fallu 3 jours à la nuée pour couvrir la moitié du pays. Les médias appelaient ça la crise agricole majeure. Ils montraient des cartes avec des zones rouges qui s'étendaient. Ils demandaient à la population de rester calme, de calfeutrer les ouvertures. Mais ils ne disaient pas tout. Ils ne disaient pas que les pesticides ne faisaient que les irriter. Ils ne disaient pas que le feu ne les arrêtait pas, car les titans G, dans leur frénésie, étouffaient les flammes sous la masse de leur propre corps calciné pour permettre aux suivants de passer. Un pont de cadavres. Quand je suis arrivé chez Sarah, au 5e étage d'un immeuble du Vieux-Lyon, l'ambiance avait déjà changé. La ville retenait son souffle. Sarah, elle m'a ouvert la porte avec ce regard que j'ai vu sur tant de visages cette semaine-là. Un mélange d'espoir fou et de terreur absolue. Elle m'a serré dans ses bras. Elle sentait la lessive à la lavande et la peur. « Tu as vu les nouvelles ?» m'a-t-elle demandé en verrouillant les 3 serrures derrière moi. « Ils disent que l'armée va intervenir. Ils disent que c'est sous contrôle. » Je n'ai rien répondu. Je ne voulais pas briser son illusion. Je venais de traverser des autoroutes jonchées de véhicules vides, aux carrosseries polies comme des miroirs par des millions de mandibules. Je savais qu'il n'y avait plus de contrôle. Il y avait Lucas, son fils. 7 ans, un gamin vif, qui passait ses journées à construire des vaisseaux spatiaux en Lego. Mais ce soir-là, Lucas ne jouait pas. Il était assis sur le canapé, enroulé dans une couverture, immobile. « Il a un peu de fièvre ?» m'a dit Sarah en lui caressant les cheveux. « C'est le stress. » Je me suis approché de lui. « Eh, champion, ça va ?» Il a tourné la tête vers moi. Le mouvement était raide, mécanique, comme une marionnette dont les fils seraient trop tendus. « J'ai mal au genou, tonton » a-t-il chuchoté. Sa voix sifflait légèrement. J'ai relevé le bas de son pyjama. Je m'attendais à voir des bleus ou une éruption cutanée classique. Ce que j'ai vu a fait remonter le goût acide de la bile dans ma bouche. La peau de ses genoux n'était plus de la peau. Elle était grise, terne, sèche comme du vieux parchemin oublié au soleil. En appuyant dessus, la chair ne s'enfonçait pas. Elle résistait, c'était dur. Lucas a grimacé, mais il n'a pas pleuré. « Ça gratte dedans ?» a-t-il dit. J'ai regardé Sarah. Elle se mordait les lèvres jusqu'au sang. « On a mangé les pâtes ?» a-t-elle murmuré, la voix brisée. Celle de la marque. Tu sais, comme tout le monde, on ne savait pas. C'est là que le véritable cauchemar a commencé. Pas dehors, avec les monstres qui mangeaient les murs. Mais dedans, dans l'intimité de nos foyers. Nous sommes partis pour l'Hôtel-Dieu. Les urgences. La ville, la nuit, était devenue un territoire hostile. Les lampadaires clignotaient. On entendait, venant des égouts, venant des toits, ce frottement continu. Cric crac cric, la berceuse macabre de l'Europe. À l'hôpital, c'était l'anarchie. Je pensais trouver des blessés, des gens attaqués par les insectes. Il y en avait quelques-uns, des malheureux avec des morsures atroces. Mais la majorité des patients, c'étaient des gens comme Lucas. Des familles entières. Ils étaient assis par terre dans les couloirs, silencieux. C'est le silence qui frappait le plus. Personne ne criait, car crier devenait difficile. Leur gorge s'atrophiait. J'ai vu un homme torse nu. Son dos était une carte géographique de l'horreur. Sa peau humaine se craquelait, tombant par grands lambeaux roses, et dessous. Dessous, il y avait ces plaques noires. Luisantes, parfaitement emboîtées. Ce n'était pas une maladie. Une maladie dégrade l'organisme. Une maladie cherche à tuer l'hôte. Ici, c'était une réécriture. Une optimisation. Le corps humain rejetait sa propre faiblesse pour s'adapter à la nouvelle réalité. La protéine T9, celle que j'avais vue listée sur les manifestes de chargement du silo 4, faisait son travail. Elle transformait le collagène en chitine. Un médecin a fini par examiner Lucas. Il avait les yeux cernés, le regard vide d'un homme qui a vu trop de choses impossibles en trop peu d'heures. On ne peut rien faire, nous a-t-il dit sans même nous regarder. Les anti-inflammatoires accélèrent le processus. La morphine ne sert à rien, ils ne sentent plus la douleur. Leur terminaison nerveuse change. Sarah a attrapé la blouse du médecin. Mais il devient quoi ? C'est mon fils. Il devient quoi ? Le médecin a retiré ses lunettes. Il a pointé du doigt un groupe de patients au fond du couloir, ceux qui étaient au stade terminal de la sclérose. Il ne bougeait plus, il se tenait debout, face aux fenêtres, le regard fixe. Il ne devient rien, madame. Il s'intègre. Vers 3 heures du matin, les lumières de l'hôpital ont vacillé. Puis, l'obscurité totale. Les générateurs de secours ont toussé une fois, puis se sont tus. Quelqu'un a hurlé. Ils sont dans le sous-sol. Ils ont bouffé les câbles. La panique, la vraie, celle qui vous fait piétiner votre voisin, a éclaté. Les gens couraient vers les sorties, éclairés par les faisceaux tremblants des téléphones portables. Mais moi, je ne pouvais pas bouger.
Je tenais la main de Lucas. Sa main avait changé, ses doigts avaient fusionné deux par deux. Sa paume était dure comme de la pierre. Il ne serrait pas ma main. Sa main était une pince inerte. Lucas, on doit partir, a pleuré Sarah. Il s'est redressé sur son brancard. Il a tourné la tête vers la grande baie vitrée de la salle d'attente. Dehors, la nuit était vivante. Une masse sombre tapissait la vitre. Il grattait, il voulait entrer. Lucas a ouvert la bouche. Mais ce n'était plus la bouche d'un enfant. Sa mâchoire s'était désarticulée, s'élargissant pour laisser place à quelque chose de plus fonctionnel. Il a émis un son. Pas un mot, pas un cri, un cliquetis. Caca. C'était un son rythmé, précis. Une fréquence. Et, chose incroyable, la chose dehors a répondu. La pression sur la vitre a cessé. Le verre, déjà fissuré, a explosé vers l'intérieur. Sarah a hurlé, se jetant au sol pour se protéger. J'ai reculé, le dos contre le mur, prêt à mourir. La nuée est entrée. Un flot d'insectes, gros comme des rats, noirs comme le vide, s'est déversé dans la salle d'attente. Ils couraient sur le sol, sur les murs, sur le plafond. Ils ont ignoré les gens qui couraient. Ils ont ignoré Sarah. Ils m'ont ignoré. Ils se sont dirigés vers les brancards. Vers les malades. Vers ceux qui avaient mangé la poudre. J'ai vu un titan G, énorme, probablement un soldat, grimper sur le lit de Lucas. J'ai voulu bondir, frapper, faire quelque chose. Mais mes jambes ne répondaient plus, paralysées par une terreur primitive. L'insecte ne l'a pas mordu. Il a avancé ses antennes, longues et frémissantes. Il a touché le visage de Lucas. Le visage de mon neveu, qui n'était déjà plus qu'un masque de plaques grises. Lucas n'a pas eu peur. Il a levé sa main déformée et a caressé la carapace de la créature. C'était une reconnaissance, une communion. L'enfant sentait les phéromones. L'insecte sentait la protéine. Ils étaient de la même famille. Lucas est descendu du lit. Ses mouvements n'étaient plus raides. Ils étaient fluides, saccadés mais précis, inhumains. Il s'est tenu debout au milieu du flot noir. Lucas, a crié Sarah. Reviens. Il s'est tourné vers nous une dernière fois. Ses yeux, c'est l'image qui me réveillera jusqu'à la fin de mes jours. Ses yeux bleus avaient disparu. À la place, il y avait cette mosaïque. Des milliers de facettes hexagonales qui reflétaient la lueur de la lune. Il nous voyait, mais il ne nous voyait plus comme sa mère et son oncle. Il nous voyait comme de la viande périmée, de la matière inerte, du passé. Il a émis un dernier sifflement, puis il a suivi la nuée. Il a marché vers la fenêtre brisée, entouré par son escorte de monstres, et il a sauté dans la nuit. Il n'est pas tombé. J'ai vu la masse noire se densifier sous lui pour le porter, comme une vague porte un surfeur. Les autres patients transformés ont suivi. Une procession silencieuse de chimères, quittant le monde des hommes pour rejoindre le monde nouveau. Nous sommes restés là, Sarah et moi, dans le silence de l'hôpital dévasté, entourés de verres brisés et de pansements inutiles. Elle pleurait, recroquevillée sur le sol. Moi, je ne pleurais pas. Je regardais mon bras gauche. Dans la confusion, je m'étais écorché contre le mur. Ma chemise était déchirée, mais il n'y avait pas de sang. Sous la déchirure de ma peau, au niveau du coude, je voyais quelque chose de sombre. Une plaque lisse, dure. J'ai appuyé dessus. Je n'ai rien senti, pas de douleur, juste une pression sourde. J'ai compris pourquoi les insectes m'avaient ignoré dans la salle d'attente. Ils ne m'avaient pas épargné par chance. Ils m'avaient épargné parce que je sentais déjà comme eux. Je suis un de leurs frères en gestation. J'ai pris Sarah par l'épaule. Ma main était lourde, maladroite. On rentre, ai-je dit. Ma voix avait changé, elle était plus grave. Elle vibrait dans ma gorge d'une façon nouvelle. Nous sommes rentrés dans l'appartement vide. Lucas n'était plus là, mais ses Legos étaient encore sur le tapis. Sarah s'est enfermée dans sa chambre. Moi, je suis allé dans la cuisine. J'avais faim, une faim dévorante, obsédante. J'ai ouvert les placards, j'ai jeté les conserves de légumes, le riz, les gâteaux. J'ai trouvé un paquet de farine en tommeau nutri entamé. Je me suis assis par terre, dans le noir. Et j'ai mangé, poignée après poignée. La poudre sèche collait à mon palais, mais c'était la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Chaque bouchée apaisait le feu qui brûlait dans mes cellules. Chaque bouchée nourrissait l'armure qui grandissait sous ma peau. Dehors, le soleil se levait sur une ville morte. Mais pour moi, ce n'était pas la fin. Je sentais mes forces revenir. Je sentais mes sens s'aiguiser. Je pouvais entendre le cœur de Sarah battre dans la pièce à côté. Un battement faible, irrégulier, apeuré. Un battement de proie. Et je pouvais entendre, très loin, le chant de Lucas. Il était quelque part dans les ruines, et il m'appelait.